Alors, que faire? Moi, je ne peux pas aller dans tous les détails ici. Je vous renvoie à mon article de l'Encyclopédie de l'Agora. Vous trouverez plein de références sur tout ça. agora.qc.ca. Moi, personnellement, je me range dans le camp des pessimistes. Si on appelle pessimistes ceux qui disent que ça ne peut pas, une telle surchauffe, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'énergie coûte de plus en plus cher, de plus en plus rare, et qu'on en a de plus en plus besoin dans tous les domaines, à commencer par les ressources naturelles. Et voyez encore un peu un autre aspect de la complexité. Avez-vous idée de ce qu'une canicule fait vendre de climatiseurs au Québec? Mais partout dans le monde. Ces climatiseurs-là, à leur tour, c'est le feedback, ces climatiseurs-là, à leur tour, consomment de l'énergie. Pour les fabriquer, il faut des métaux, encore plus. Et donc, les climatiseurs, eux-mêmes, ont pour effet d'accroître l'effet de serre. Pardon, il y a eu malentendu, madame. Les climatiseurs accroissent l'effet de serre. Donc, et alors, des gens vous diront, on peut trouver des produits de substitution aux métaux. Alors, ce que j'ai lu là-dessus m'a appris qu'il faut aussi beaucoup d'énergie pour trouver des produits de substitution. Un chiffre, il faut 210 mégajoules pour produire de l'aluminium métallique. Certains prétendent qu'on pourrait remplacer le cuivre qui disparaît par de l'aluminium comme conducteur qui disparaît un peu moins vite. Or, il faut 210 mégajoules pour produire de l'aluminium métallique, alors qu'il suffit de 50 mégajoules pour produire 1 kg de cuivre. Ça donne une idée? D'accord, on peut aller vers l'aluminium comme conducteur, il y a encore des recherches à faire, mais ça va coûter 4 fois plus cher en énergie. D'autres invoquent le recyclage comme solution. Alors, je donnais l'exemple tout à l'heure de la compagnie anglaise qui va filtrer 30 000 tonnes de poussière de rue pour en tirer 5 kg de palladium. Ça donne une idée des limites du recyclage. Mais actuellement, en dépit de tous les efforts qu'on fait pour faire du recyclage, aux États-Unis, qui est le pays qui me sert d'exemple ici, on parvient tout juste à recycler 50% du fer, par exemple, qui est utilisé. La solution de la réutilisation me paraît plus intéressante. Par exemple, si on fabriquait des voitures en acier inoxydable, elles dureraient aussi longtemps que nos casseroles. Sauf que pour faire de l'acier inoxydable, il faut du chrome et du fer. Le fer est en voie d'épuisement, mais le chrome s'épuise encore plus vite. Donc, si on voulait faire des voitures en acier inoxydable, il faudrait s'empresser de réserver le chrome qui reste uniquement pour ça. Et on irait à l'encontre de toute une culture que vous connaissez mieux que moi, qui est la culture du gaspillage. Et là, le réveil va être douloureux, j'en suis convaincu. Moi j'ai le sentiment d'appartenir, devinez mon âge à peu près, d'appartenir à la génération vampire. Quand je suis né, un peu après 1920 quand même, comme je le disais tout à l'heure, le pétrole sortait de la terre, il était donné gratuitement. Aujourd'hui, il faut un baril de pétrole pour en produire 2. Notre génération a dilapidé, littéralement, l'héritage des ancêtres, sur tous les plans. Hein? Avez-vous idée de la quantité de pétrole qu'on a tiré de la Terre pendant ces 70 années? Ce que la Terre avait mis des millions d'années, des centaines de millions d'années à accumuler, on l'a brûlé en une génération. C'est ce que j'appelle la génération vampire.
Et alors, et là aujourd'hui, on est en train d'hypothéquer l'avenir. Par la pollution, par les gaz à effet de serre, par la pollution sous ses diverses formes, par les atteintes à l'eau notamment, on est en train d'hypothéquer l'avenir. C'est une chose dont j'ai honte profondément en tant qu'être humain et surtout en tant que représentant de cette génération. Je veux juste vous dire que le débat actuel n'est pas nouveau. Je dirigeais dans les années 1970 une revue appelée Critères. En 1974, nous avons publié un grand numéro spécial intitulé « Croissance et démesure ». C'était 2 ans après la publication du rapport de Rome, du Club de Rome, sur, ça s'appelait le rapport Meadows, c'était publié en français sous le titre « Halte à la croissance ». Partout dans le monde, on a parlé de cette question-là à l'époque. Je vous rappelle que les courbes, les prédictions des auteurs du rapport Meadows me font trembler par leur vérité. C'est aujourd'hui, en 1972, c'est aujourd'hui qu'ils situent le pic pour beaucoup de métaux. C'est aujourd'hui le moment, ça c'était ses prévisions de 1972, c'est aujourd'hui le moment où la courbe commence à s'infléchir. Alors, personne, inutile de vous dire que quand c'est paru ça, nous on a organisé des débats au Québec là-dessus. Il y a même une interview de René Lévesque dans ce numéro où on lui demande ce qu'il pense de tout ça. La réponse de Lévesque est très prudente. Évidemment, un chef politique à l'époque ne pouvait pas dire qu'il était contre la croissance. Ça aurait été suicidaire. Mais il dit qu'il faut tenir compte. Il trouvait le modèle un peu pessimiste parce qu'il disait que les hommes vont inventer des choses telles que les limites de la nature ne pèseront plus sur nous. On les attend encore, ces inventions encore. Mais lui-même disait, de toute évidence, il était très sensible à la disparité entre les rapports entre les pays du Sud et les pays du Nord, et il invitait ses concitoyens à la prudence. À la prudence, un exemple de ce que ça peut signifier. Je parlais tout à l'heure de la Guinée. La Guinée a un gisement de fer au mont Simandou, de celui dont je parlais tout à l'heure, qui est un des plus riches du monde. C'est Rio Tinto. Rio Tinto, en parenthèse, 53 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier et des bénéfices de 14 milliards. Si je ne m'abuse, ça veut dire 25%. Je ne pensais pas que notre petite part de quelques 1 ou 2% est exagérée en tout cas. Ça, c'est une autre question. Et à quoi va servir? Il y a une compagnie chinoise partenaire de Rio Tinto dans ce contrat-là. Ce fer va servir à la construction des infrastructures en Chine. S'il y a tant de consommation actuellement de fer dans le monde, c'est parce que la Chine en a besoin pour construire à toute allure ses infrastructures. Mais quand l'Afrique, dans 15 ans, va achever de se réveiller, et qu'elle aura aussi ses infrastructures à créer, où va-t-elle trouver son fer? Bon, inutile de vous dire que je n'ai aucun préjugé contre les Africains. Au contraire, je trouve que les Guinéens se sont comportés avec plus de dignité que nous face aux multinationales. Cela dit, il faut bien reconnaître que quand on est là à courir après les multinationales pour leur demander la faveur de nous déposséder, eh bien, on se comporte comme des colonisés au 3e degré. Et je revois encore le film de Desjardins. Ce fameux passage où on voit le maire, ça résume toute la situation. On voit le maire de Sudbury, sur un ton un peu désabusé, qui dit quand j'ai besoin de construire un aqueduc dans ma ville, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Frapper à la porte de Rio Tinto. Maintenant, c'est même des compagnies étrangères. Avant, c'était Falcon Bridge, et puis Inco, 2 compagnies canadiennes. Maintenant, c'est Extratan.
Je suis obligé d'aller faire un voyage en Suisse allemande pour frapper à la porte de la compagnie Extrata pour leur demander un cadeau. Ce que je n'ai pas exigé au départ, que j'aurais dû exiger, je suis obligé de l'obtenir sous forme de cadeau. Et pour obtenir ces cadeaux, je m'humilie, je m'abaisse. Moi, il me semble que l'heure est venue. L'heure est venue, au moins à l'intérieur du Canada, d'avoir une solidarité qui nous permette de faire front commun devant ces multinationales. Mais c'est le contraire qui se produit. J'entendais M. Gignac ce matin expliquer pourquoi il fallait y aller avec modération. Clément Gignac, c'est le ministre libéral responsable des ressources naturelles, qui expliquait pourquoi il fallait y aller avec modération. Et M. Gignac disait, vous savez, nos concurrents, ce ne sont pas les Australiens, ce sont les autres provinces canadiennes. Et dans ce qui concerne le fer en particulier, le principal concurrent à l'horizon, c'est la terre de Baffin. Et voici une autre histoire absolument scandaleuse. Il y a des richesses, il y a des minerais de fer dans la terre de Baffin comparables à ceux du mont Simandou en Guinée. On le sait depuis longtemps. Récemment, la compagnie ArcelorMittal, qui nous faisait la leçon l'autre soir aux nouvelles, a acheté pour moins de 400 millions les droits d'exploiter le fer de la terre de Baffin. Pour moins de 400 millions. Ah, et j'ai lu dans une revue internationale, il ne s'agissait pas du bulletin mensuel du Parti Québec solidaire, là. Il s'agissait d'un article dans un journal international sur les mines, dont l'auteur se moquait un peu des Canadiens, pauvres Canadiens naïfs, qui cèdent pour 400 millions une mine qui pourrait rapporter au prix actuel du fer 720 milliards. C'est ça l'ordre de grandeur. Étonnez-vous pas après que les bénéfices de Rio Tinto soient de 14 milliards pour des revenus de 53 milliards. C'est ça la réalité. Alors, on est là deux provinces. Ça, c'est le Nunavut. C'est pas l'Ontario, c'est le Canada, c'est le Nunavut. On est là deux territoires voisins qui devraient être amis et solidaires. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Si ArcelorMittal exploite déjà des mines près de Fermont, si les gens de Fermont décident de se montrer exigeants, si le Québec décide de se montrer exigeant, ArcelorMittal peut aller y rechercher un peu plus de fer en terre de Baffin. Elle va nous faire chanter en tant que Québécois en nous exploitant en tant que Canadiens. C'est ça qui va se produire. C'est de cette logique-là que M. Gignac témoignait. C'est le niveau d'information où il semblait être quand il parlait de ces choses-là ce matin.